La médiumnité est cette faculté humaine à devenir un canal pour servir la vie. Être un relais, être un canal transparent qui a cette possibilité de servir à travers la transmission. Et une transmission particulière qu'on va découvrir aujourd'hui parce que la médiumnité est un sujet qui revient de plus en plus en ce moment en séance. Et aujourd'hui, on va aborder la médiumnité non pas dans son sens spectaculaire. On n'est pas là pour impressionner, on n'est pas là pour tout savoir, on est plus là pour se mettre à disposition des informations qui peuvent être bénéfiques. Et la médiumnité dans son sens profond, intérieur, c'est celle-ci qu'on va connecter aujourd'hui, celle qui est peut-être en toi et que tu cherches peut-être à reconnaître, à apprivoiser, à mieux comprendre. Et dans cet épisode, j'ai envie d'apporter un regard personnel, parfois ancré dans ma pratique, mais aussi dans la philosophie, la psychologie, la science. On va aborder ici les dons psychiques, l'éthique dont on a besoin quand on est dans la posture de médium, la protection qui peut aider, et puis la pratique concrète qui fait que de plus en plus on peut développer un esprit assez clair pour revenir à la faculté originelle de l'esprit humain qu'est l'omniscience. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on évoque la médiumnité ? La médiumnité est ce don qui nous permet d'être un pont entre les mondes et de les servir de la manière la plus humble possible. Sur le plan spirituel et philosophique, la médiumnité peut se définir comme cette capacité à percevoir et à transmettre des informations qui ne sont pas accessibles aux 5 sens ordinaires. On parle souvent de 6e sens. On parle aussi de 3e œil, comme si nos yeux anatomiques n'y avaient rien à faire et que on avait une sorte d'œil intérieur. C'est pour ça qu'ici on parle d'ouvrir les yeux de l'âme. Il y a comme un œil intérieur, une faculté plus profonde qui est disponible quand on est à l'écoute. Et donc, cette faculté qui n'est pas forcément accessible aux 5 sens ordinaires, les 5 sens ordinaires vont être plutôt au service de ce 6e sens, comme des relais d'information. Eh bien, la médiumnité, c'est la faculté d'être ce pont entre le visible et l'invisible, entre ce qui se dit et ce qui se tait, entre ce qui est et ce qui pourrait être parfois. Et donc toutes les traditions contemplatives, le bouddhisme tibétain, le soufisme, les traditions chamaniques, la mystique chrétienne reconnaissent cette capacité humaine. Elles portent des noms différents. En sanskrit, on dit siddhi. Dans les textes chrétiens, on parle de charisme. Les charismes, c'est ces capacités parapsychiques qu'on peut développer. Et en tout cas, tous ces mots pointent toujours vers la même réalité, qui est que l'être humain est capable de percevoir bien au-delà de ce que la pensée ordinaire capte. Au quotidien, on a l'habitude de fonctionner essentiellement à travers le mental et on pense du coup par cela que c'est la seule manière d'appréhender le monde. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes, de manière légitime et là où elles en sont, qui disent ça. Je ne crois que ce que je vois, par exemple. Et donc, la médiumnité, c'est comme un outil qui se rajoute lorsque on ressent un très fort appel intérieur à découvrir notre nature absolue, mais aussi de servir à travers cela. Et donc la médiumnité, c'est pas quelque chose qu'on va développer pour tout savoir, pour satisfaire l'ego, pour tout contrôler, pour anticiper. Je dirais, en tout cas de mon point de vue, que c'est plutôt un état de disponibilité. Ce qui doit être su sera su, et je suis disponible pour le transmettre si c'est ma place, dans le respect de chaque être concerné avec humilité et simple ouverture intérieure, sans m'approprier les informations et sans non plus tromper la personne qui les reçoit. Par rapport à la médiumnité, que dit aussi la science ? Du côté des sciences, la recherche progresse un petit peu plus doucement. Les études, par exemple, sur la cohérence cardiaque qui ont été faites aux États-Unis, notamment par l'Institut HeartMath, montrent que le cœur émet un champ électromagnétique détectable jusqu'à plusieurs mètres et qu'il traite des informations de façon non linéaire, parfois avant même que le cerveau n'en soit conscient. Des travaux aussi sur la conscience, notamment ceux de Rupert Sheldrake sur les champs morphiques ou ceux du docteur Dean Radin à l'Institute of Noetic Sciences, ont documenté des phénomènes comme par exemple la précognition,
la télépathie, la perception à distance dans des conditions expérimentales contrôlées et fondées sur des faits scientifiques. Donc c'est pas de la magie, c'est de l'énergie en mouvement, et c'est aussi une partie de la physique qu'on comprend pas encore totalement entièrement. C'est comme l'exploration actuelle de la physique quantique, il y a aussi des aspects de notre conscience qu'on est en train de comprendre au niveau scientifique de manière progressive. Et donc la neuroscience parle, elle, plutôt d'interoception, c'est-à-dire une capacité à percevoir les signaux internes du corps et des réseaux cérébraux qui s'activent dans les états méditatifs profonds, permettant un accès à des couches plus subtiles de traitement de l'information. En tout cas, c'est comme ça que la science a bien voulu intégrer la réalité de cet aspect invisible de l'existence. Et donc, en tout cas, dans moi, quelque chose qui m'aide bien à expliquer ce que c'est l'intuition, le message médiumnique, l'information médiumnique, c'est une formule toute simple qui est que on va reconnaître une intuition ou un message médiumnique au fait qu'on est capable de dire « je ne sais pas pourquoi, mais je sais ». Avec certitude, je sais. Et ce qui peut parfois être déroutant quand on entre dans ce champ de conscience-là, dans ce rapport à l'existence, c'est que ça n'a rien de mental. C'est pas une déduction logique, ça n'est pas basé non plus sur une expérience personnelle passée. C'est vraiment de l'ordre de la conviction intime, instantanée, qui arrive, qu'on n'a pas pu fabriquer, anticiper, voire même qui sort totalement du cadre qu'on connaît déjà. Il y a quelque chose dans l'intuition qui vient, qui est profond. Il y a quelque chose de limpide, de très serein. Ça peut parfois être comme une image, ça peut être une certitude profonde dans le corps, comme c'est fréquent, et parfois c'est une sorte de mot ou d'information qui s'impose de manière très claire sans qu'on ait pu anticiper, mentaliser, créer cette information. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la médiumnité, ce n'est pas quelque chose qu'on va construire, on va pas la convoquer par un effort de volonté, on la reçoit. Et quand on crée, bien sûr, les conditions pour qu'elle puisse émerger. Et ça, c'est une chose dont on va parler aussi au cours de cet épisode. Peut-être la question la plus courante qui vient de la part des personnes qui essayent de développer leur médiumnité et qui ont déjà un contact même subtil avec cette partie d'elle-même, eh bien, c'est comment différencier une projection mentale d'une capacité médiumnique. Quelques repères, même si c'est intéressant de voir ça individuellement parce qu'on peut apporter des informations encore plus précises, mais déjà quelques repères, c'est que la projection mentale naît de l'ego. Donc elle porte une charge émotionnelle, elle va par exemple te flatter, te rassurer, confirmer ce que tu espères déjà. Non, ça c'est fréquent. Elle vient du mental, elle est dans l'effort, on est dans la construction mentale, on élabore une information. La perception médiumnique, elle arrive sans charge émotionnelle par exemple. Elle est neutre, même quand elle dérange. Elle ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Et le corps, souvent, c'est plutôt bien faire la différence avant le mental. La perception juste et limpide, elle s'accompagne d'un calme, d'une évidence tranquille, d'une sorte de détachement personnel par rapport à l'information. La projection mentale, elle va s'accompagner plutôt d'agitation, d'un besoin de se rassurer, d'un besoin de se justifier dans l'élaboration qui a été faite. Donc une question simple parfois à se poser, c'est est-ce que je veux que ce soit vrai, cette information, ou est-ce que c'est simplement vrai, est-ce que c'est simplement ce qui émerge, que je le veuille ou non, et j'ai une totale ouverture et acceptation de l'information qui est donnée, sans attachement, sans crainte particulière. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est-à-dire l'approche émotionnelle qu'on va avoir des choses. Cette médiumnité, donc cet état de canal, c'est un état de disponibilité à l'invisible. Donc déjà, ne serait-ce qu'avoir une approche personnelle de ces mondes invisibles, de se renseigner dessus, d'avoir une pratique qui permet de s'y connecter d'une manière saine, ça c'est intéressant dans un premier temps. Si on veut capter certaines informations, c'est intéressant d'en connaître la source. Et donc être en état médiumnique, c'est accéder à ce que j'appellerais une clarté, une sorte de disponibilité intérieure. C'est-à-dire que l'espace mental est calme. On laisse de côté les filtres de l'ego, les peurs, les opinions, les projections sont temporairement suspendues. Un peu hors du temps, hors de l'espace. Juste un espace totalement ouvert où tout peut être contemplé, reçu de manière ouverte.
Et ça se développe notamment avec la pratique de shamatha, la méditation en un point, le calme stable, la clarté mentale. Il y a plein de choses qui y contribuent. Mais dans ces moments-là, en tout cas dans des moments de canalisation claire, le jeu et le moi s'effacent. L'ego n'a surtout pas intérêt à venir colorer ce qui se passe. Faut vraiment voir, moi j'aime bien cette image, se dire que tu es comme une radio qui reçoit des ondes et qui les émet sous forme de messages de manière neutre, claire, fidèle. Et on n'est pas là pour inventer ou pour retranscrire d'une manière différente ce qui a été donné. Et ça, c'est un point important parce que en fonction de la personne qu'on a en face et en fonction de la source du message, je vois souvent que ça va être tout le temps différent. Parfois, il y a des messages très directs, il y a des messages très construits, des messages avec une pointe de poésie. En fait, ça va s'adapter aux besoins de la personne qui est en face. Et nous, on va pas forcément y mettre notre couleur personnelle ou ce qu'on croirait être bénéfique à la personne. On n'a pas forcément besoin d'avoir l'orgueil de savoir pour l'autre ce qui est bon pour lui. On va juste se rendre disponible pour transmettre ce qui lui est donné parce que tout est bien, tout est parfait à cet endroit-là. Et pour comprendre la médiumnité, ça peut être aussi intéressant de renverser le regard. Souvent, quand on aborde la médiumnité, on pense que c'est un don qu'on est censé acquérir, rajouter à ce qu'on est. En réalité, l'état de médiumnité, c'est-à-dire l'état d'omniscience de l'esprit, est censé être notre état originel. C'est simplement qu'il y a des choses qui font qu'on n'a pas forcément facilement accès au premier abord à cette faculté naturelle. Notamment, dans la philosophie bouddhiste, il existe la notion fondamentale d'omniscience, en sanskrit omnijnana, et c'est en fait l'état naturel de l'être éveillé. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui est déjà là, comme le ciel derrière les nuages. Et les nuages, c'est-à-dire ce qui voile cette clarté naturelle, ce sont les voiles karmiques, les conditionnements, les schémas répétitifs, le karma de l'esprit, les émotions non intégrées, et puis l'agitation ordinaire de l'esprit. Si on regarde, hormis une faculté particulière ou une pratique approfondie et de longue durée de la méditation, pour la plupart d'entre nous, il y a un mental qui saute d'un objet à l'autre et qui peine à rester concentré en un seul point. Et donc, plus l'esprit est agité, plus l'omniscience est obscurcie, et plus l'esprit est apaisé, plus la perception s'élargit, plus la médiumnité devient un état naturel et non une action que l'on fait à un moment donné. Et donc, c'est pour cela, par exemple, que la méditation n'est pas forcément un luxe dans le développement médiumnique, c'est peut-être même le fondement de cette pratique-là, pour trouver un état mental, un état de conscience qui fait que la clarté de l'esprit et la disponibilité à toute information bénéfique est une seconde nature d'une certaine manière. Pour amener du concret, parce que notre mental, il en a besoin quand même, on va parler des 4 sens psychiques pour avoir des repères concrets. Donc quand on parle de médiumnité, on parle souvent de dons, comme si c'était quelque chose de rare, de mystérieux, voire de réservé à une élite. En réalité, la plupart des gens ont quand même déjà une sensibilité psychique naturelle. Ce qui varie, c'est plutôt la forme qu'elle va prendre. Donc pour schématiser, pour donner des grandes lignes, il existe 4 grands modes de réception des informations subtiles. Donc ici, on va les appeler les 4 sens psychiques. Et vous pouvez les retrouver en détail sur mon blog sophia-ama.com dans la rubrique blog. J'ai listé, au-delà de ce que je vais vous partager dans un instant, les signes que vous avez plutôt ce sens psychique-là qu'un autre, ce sens médiumnique-là qu'un autre, avec des signes très précis auxquels vous pourrez soit vous référer, soit pas du tout vous reconnaître dedans. Donc le premier, il est assez connu, c'est la clairvoyance, voire clair. Donc cette capacité de percevoir au-delà de la vision ordinaire, à travers le 3e œil, la glande pinéale. Et les scènes perçues peuvent parfois sembler aussi réelles que la réalité matérielle. Donc, par exemple, tu peux être clairvoyante ou clairvoyant si tu fais des rêves lucides ou prémonitoires, si tu vois des fois des étincelles ou des formes lumineuses en vision périphérique, si tu as des flashs ou des visions spontanées très détaillées avec des couleurs et des formes précises qui plus tard dans ta réalité concrète ou relative finissent par se confirmer. On a aussi la clairsentience, sentir clair. Donc cette capacité de ressentir les énergies au niveau sensoriel, les émotions d'autrui, les ambiances des lieux, les couches du passé et du futur qui imprègnent une situation. C'est un peu l'empathie psychique dans sa forme la plus développée. Donc tu peux être clairsentiente ou clairsentient si tu es assez empathique et que tu ressens les états intérieurs des autres.
Si tu captes, par exemple, le changement d'énergie dans une pièce, si tu te sens un peu submergé dans les foules, si tu ressens la présence des guides, des défunts ou des événements à venir dans ton corps avant qu'ils n'arrivent. Ça peut être dans la même journée ou quelques jours avant, par exemple. Un troisième sens que je peux te partager, c'est la claire connaissance, connaître clair. La claire connaissance, c'est ce que je décrivais particulièrement avec je ne sais pas pourquoi, mais je sais. C'est comme un téléchargement d'informations immédiat, clair, spontané et impossible à expliquer de manière rationnelle en fait. Quand tu es claire connaissante ou clair connaissant, c'est que tu sais quand quelqu'un te ment, ça m'arrive souvent. Si tu absorbes ou synthétises facilement les infos complexes, si tu sais que quelqu'un va dire ce que quelqu'un va dire avant qu'il le dise, ou si tu as des certitudes profondes sur certaines situations, mais sans pouvoir vraiment les argumenter. Et puis le quatrième sens, c'est la clairaudience, entendre clair. Donc cette capacité d'entendre de manière auditive, clairement, au-delà des fréquences sonores habituelles. Donc ça se manifeste par une sensibilité assez fine aux sons, aux mots, au silence, et par la capacité à entendre ce qui se dit vraiment derrière ce qui est dit. Donc tu peux être clairaudiente ou clairaudient si par exemple le silence te ressource profondément, si les bruits forts te sont difficiles, si tu perçois des sifflements ou des fréquences sonores dans les oreilles. Ça c'est quelque chose qui m'arrive parfois. Ces fréquences continues, un peu aiguës, elles sont le signe que le taux vibratoire est en train de monter parfois. Donc il faut observer aussi avec sa propre sensibilité. Et puis tu peux être aussi clairaudiente ou clairaudient si tu entends la véritable intention ou émotion d'une personne au-delà de ce qu'elle verbalise, si tu écoutes avec une troisième oreille, disons. Donc voilà, ça peut être intéressant de regarder, toi, là, dans cet instant, dans quelle sensibilité tu te reconnais, et tu peux aller voir si tu en as envie sur le blog, les petites astuces et les petites questions et phrases qui vont te permettre de encore mieux cibler le premier sens que peut-être tu as tout intérêt à développer ou à découvrir à ta manière. Alors, quand on aborde la médiumnité, on a aussi besoin de savoir, mais pourquoi j'ai envie de développer la médiumnité? La vraie raison. C'est une question que je pose souvent à ceux et celles qui viennent me voir. Et la question, elle est importante, pas pour juger, mais pour éclairer la direction qu'on prend. Par exemple, il y a des personnes, sans le voir, de manière inconsciente, qui veulent développer la médiumnité parce qu'elles ont peur. Par exemple, peur de ce qui va se passer, donc on a envie d'être capable de savoir, le besoin de contrôle, la peur de l'avenir, le besoin de pouvoir sur autrui, ou le besoin viscéral de sauver, même inconsciemment, parce que quelque chose de personnel n'a pas été résolu. Ou des fois, la peur de manquer de quelque chose. En tout cas, ça part d'une crainte, ça part d'un besoin de contrôler ou d'agripper les informations. Et donc, le but, c'est surtout pas, si possible, d'utiliser la médiumnité comme on voudrait une boule de cristal pour anticiper, pour contrôler. Et je dis vraiment ça avec toute la douceur et la compréhension du monde, mais c'est simplement pas forcément le bon point de départ. Ça peut être bien de d'abord résoudre certaines insécurités personnelles, certaines choses qui nous poussent à avoir peur de manière récurrente pour devenir un canal vraiment sain, vraiment connecté simplement à l'amour et le désir de servir de manière totalement non personnelle. Et donc c'est pas que les désirs qu'on vient de décrire soient honteux, ils sont profondément humains, mais la médiumnité ne va pas être un remède à cet endroit-là. Quand elle naît de la peur, la médiumnité ne va faire que l'amplifier ou l'exprimer dans d'autres sphères que la matière. Donc qu'est-ce que c'est en fait le terreau de l'intention juste ? Les grandes traditions spirituelles sont très claires là-dessus. Dans le bouddhisme, les siddhis, les pouvoirs spirituels se développent naturellement quand la pratique est juste, l'intention est pure, et surtout quand le service aux autres est au cœur de la démarche. Ils ne sont pas un but, ils sont un peu une floraison du cœur qui de plus en plus laisse émerger une énergie de compassion, d'amour, d'équanimité, de vœu de bonheur pour les autres. Dans la tradition chrétienne, par exemple, les charismes, on trouve des charismes de guérison, de prophétie, de discernement, qui sont décrits dans les épîtres de Paul comme des dons donnés non pour la gloire personnelle, mais pour l'édification de la communauté. Et puis dans les traditions, quoi qu'il arrive, dans toutes les traditions, les dons sont donnés pour servir, pour œuvrer au bien de tous les êtres. Alors la vraie question, c'est pas comment développer ma médiumnité dans un premier temps, mais c'est pourquoi, pour qui, dans quelle intention.
Quand l'intention est compatissante, universelle, tournée vers l'autre, les dons s'ouvrent avec plus de clarté, de profondeur et surtout de fiabilité. C'est une loi spirituelle, c'est pas une règle arbitraire, c'est quelque chose qui, parce que c'est nourri d'amour, va être source d'amour et va facilement se développer. Et donc ça nous amène à une thématique très importante qui est l'éthique de la médiumnité. Si on se rappelle qu'on n'est pas là pour impressionner, que c'est pas un processus personnel, que le médium n'est pas en jeu dans ce qu'il fait, eh bien, le premier point, c'est que ça va être très important de savoir ne pas savoir. Le premier acte éthique peut-être de quelqu'un qui canalise, c'est l'humilité. Savoir ne pas savoir et savoir le dire. Il y a des moments où rien ne vient, où le canal est silencieux, où la question est mal formulée, où l'information est gardée et non transmise par la source qui la transmet habituellement pour protéger. C'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est non seulement acceptable, mais c'est aussi honorable de savoir dire « je ne sais pas ». Et il ne s'agit pas d'inventer ou de combler un vide par de bonnes intentions ou par des informations incertaines. L'idée, c'est de ne jamais trahir la confiance de la personne qui s'en remet à nous. Et donc ici, dire « là, je ne perçois rien », c'est une réponse juste et qui est toujours juste, sans aucun problème. L'autre aspect de l'éthique, c'est respecter la liberté fondamentale de l'autre. La médiumnité ne nous donne pas un droit de regard sur la vie des autres. Par exemple, on fait jamais une lecture sur une tierce personne qui n'a rien demandé, pour en plus sonder son énergie, pour en plus donner un avis négatif sur une personne qu'on ne connaît pas. On n'est pas là pour émettre des opinions. On n'est pas là non plus pour faire une intrusion énergétique ou médiumnique auprès de quelqu'un d'autre. L'idée, c'est de ne pas plonger dans l'espace énergétique de quelqu'un sans son consentement. On a juste le médium et la personne qui consulte. Et la seule chose qui va concerner la personne qui consulte, c'est son propre chemin, son propre continuum mental, ses propres choix, sa propre éthique de vie. Et donc, l'idée, c'est de pas être intrusif ou intrusive, de pas donner d'avis qui n'est pas connecté à la simple information qui a été reçue et de respecter la liberté de la personne qui est en face. Et ça va passer aussi par le fait de ne pas décider pour l'autre. Par exemple, je ne fournis pas d'opinion personnelle déguisée en message. L'idée, c'est de ne pas manipuler subtilement une perception pour amener quelqu'un là où on pense qu'il devrait aller, de penser qu'on sait à sa place. On ne décide pas pour l'autre. L'idée, c'est de rester à sa place, de rester dans le service, pas dans l'influence. Le message qu'on transmet, il ne nous appartient pas. L'image qui est intéressante, c'est de se dire, je suis un canal, je ne suis pas un auteur du message. Et ça m'amène à une parenthèse sur l'exemple du chemin de vie 11 en numérologie karmique tibétaine. Si jamais, toi qui m'écoutes, on a déjà fait ton thème en entier, tu peux le réécouter ou t'en remettre à tes notes pour voir quel est ton chemin de vie ou si tu as le 11 qui apparaît dans ton thème. Et sinon, vous avez sur ma chaîne YouTube une vidéo « Comment calculer ton chemin de vie » qui vous permettra de le faire étape par étape. Mais en tout cas, en numérologie karmique tibétaine, qui est un ensemble de savoirs très anciens issus du bouddhisme et notamment du maître Padmasambhava, à partir de l'état civil en fait d'une personne, tous ses prénoms de naissance, son nom de famille, sa date de naissance, et pendant 2 heures, on a une quarantaine, je crois 42 paramètres qu'on élabore ensemble et surtout qu'on décortique en détail, qui nous permettent de savoir un peu les secrets de l'incarnation dans leur ensemble. Et notamment, dans certains cas, on a ce que j'évoquais à l'instant, le chemin de vie 11. Et les personnes qui ont un chemin de vie 11, typiquement, ce sont nos médiums, ce sont les porteurs de messages divins. Et quand le chemin de vie 11 est harmonieux, justement, les grands traits qui se révèlent naturellement, c'est que cette personne, elle est médium, elle est chamane, elle est activement ce messager des dieux. Et cette personne, elle va être consciente de l'importance de sa mission. Et elle va chercher par tous les moyens, avec conscience, pugnacité, honnêteté, à transmettre à qui de droit les informations venant de la conscience universelle. Donc il y a cette sensibilité déjà intuitive, intelligente, inspirée et humble, mais sans aller dans l'excès. Et au contraire, parfois c'est déséquilibré. On parle parfois de manifestation du chemin de vie trop affirmée. Ça veut dire qu'il y a trop d'énergie masculine. Et au contraire, quand elle est trop discrète, c'est qu'il y a trop d'énergie féminine. On va le reconnaître à des choses simples. Quand c'est trop affirmé, trop de masculin et trop peu de féminin, cette personne, elle va être sensible aux attaques, elle va manquer de confiance en elle. Il va lui arriver de ne pas réussir à utiliser à bon escient les informations reçues.
Ça va être quelqu'un qui procrastine, qui laisse sa mission en plan avec des guillemets et qui parfois a la conscience obsessionnelle de sa haute valeur spirituelle. Donc là, on est justement dans l'ego spirituel qui vient au premier plan et ça va pousser cette personne à se draper dans les voiles d'une supériorité illusoire qui va finalement plutôt l'exclure et le réduire à la solitude au lieu de le connecter aux autres et de lui permettre de servir justement à travers ce don. Et quand la manifestation est trop discrète, comme je disais, c'est-à-dire une énergie féminine au devant de la scène, une grande sensibilité, mais trop peu de masculin pour rentrer dans l'action, eh ben cette personne, elle va plutôt tomber dans l'intégrisme. Ça peut être parfois dans le fanatisme religieux avec tous les excès que ça implique, mais ça va rendre la personne en tout cas inquisitoriale, intolérante. Et le pire danger dans lequel elle peut tomber, c'est d'utiliser son inspiration à des fins personnelles. Là, ça peut créer justement des causes karmiques un petit peu difficiles ou un karma lourd à ce niveau-là. Et donc, dans ma pratique de la numérologie karmique tibétaine, quand je lis le chemin de vie 11 de quelqu'un, eh bien ici, on trouve cet archétype du maître intuitif. Et donc, c'est une personne qui a cette sensibilité exacerbée. Parfois, elle a conscience qu'elle peut en faire quelque chose qui va servir, mais en tout cas, ça lui indique qu'elle a cette mission liée à l'éveil des consciences. Alors une fois qu'on a développé cette capacité à être un canal clair et qu'on le fait activement, l'autre sujet crucial, c'est la protection spirituelle. Pas parce qu'il y a un danger, mais parce que quand on canalise, on s'ouvre et parfois on entre dans des espaces subtils. Et donc, c'est important d'encadrer ça par une intention. Et puis, premier point, par un protocole à faire avant et après. Donc le protocole, c'est quelque chose de personnel qui parfois même s'enrichit et se construit au fil des années. Il y a des personnes qui vont prier, il y a des personnes qui vont se mettre sous la protection d'un protecteur sur le plan subtil bien connu, sous la protection des guides, à travers une prière religieuse. Quoi qu'il arrive, avec la certitude que la protection qui est obtenue est vraiment au service du bien, au service de l'amour et va vraiment respecter la personne à la fois qui canalise et la personne qui consulte, sans aucune ambiguïté. Et après chaque séance, de procéder aussi à une clôture. Je remercie, je referme l'espace, je ne garde rien, je ne laisse rien, je laisse les liens énergétiques se défaire et je reviens dans mon espace individuel, tout comme la personne qui a reçu les messages. D'avoir ce temps de pleine conscience aussi bien avant et après. Donc là, je donne vraiment les grandes lignes parce que chacun va être différent par rapport à cette thématique du protocole. Et si c'est quelque chose qu'on travaille en séance, il ne faut pas hésiter à me demander ce qui va peut-être être le plus adapté. Soit je vais être en capacité de donner une base sur laquelle vous allez pouvoir construire, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de personnel que vous allez pouvoir obtenir de manière individuelle. Le but n'est pas de vous imposer une manière de faire. Il y a aussi un autre aspect important qui va contribuer à la protection, parce que la protection la plus forte et la plus élevée, comme je vous le dis souvent, c'est l'amour. Donc le fait d'avoir une hygiène énergétique quotidienne, une éthique, une parole claire, sans médisance, sans mensonge, un corps clair, c'est-à-dire sans malveillance, des actions bénéfiques, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas violenter, et un esprit clair aussi, c'est-à-dire des intentions saines, pas de jalousie, pas de négativité vis-à-vis des autres, pas de désir de détruire ou d'obtenir ce qui n'est pas à nous, etc., etc. Donc un esprit clair, des bonnes intentions, une parole claire, une parole qui unit, pas une parole qui divise, et puis un corps pur, c'est-à-dire en tout cas qui veille ou qui a l'envie quotidienne de ne pas nuire et de servir le bien. Déjà ça, c'est une hygiène énergétique de base à avoir, parce qu'être un canal clair, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui se cultive quotidiennement. Pour moi, ça repose sur 3 bases: l'ancrage tertiel, donc de savoir qu'on a un très bon ancrage aussi bien au niveau corporel qu'au niveau spirituel. L'ancrage, il se fait dans les 2 sens. On peut très peu monter très haut dans des espaces subtils si on n'a pas un bon ancrage à la terre. Donc ça peut être sentir ses pieds sur le sol, ressentir la connexion à la terre, faire un travail d'acceptation de l'incarnation, un travail d'acceptation du corps, et puis s'élever vers ensuite ce qui est au-dessus. L'ancrage n'est pas une limitation, c'est ce qui permet plutôt à l'antenne d'être stable, pour donner une image. On a aussi l'hygiène émotionnelle qui est important de travailler régulièrement sur soi, sur ses blessures si on en a, sur ses voiles d'esprit, sur ses ombres. C'est vraiment comprendre qu'on peut aussi transmettre que ce qu'on est dans le rapport à l'autre. Et donc, pour éviter de venir colorer ou polluer ce qu'on perçoit pour l'autre, on va faire en sorte, nous aussi, de plus en plus, à être libres de toute information qui n'a rien à voir avec l'amour.
Et puis l'autre aspect, c'est aussi la pratique spirituelle quotidienne. Ça peut être une pratique de mantra, ça peut être méditatif, ça peut être respiratoire, corporel. En tout cas, quelque chose qui va recentrer l'esprit et le corps dans le même endroit, dans la même direction, et permettre aussi d'élever le taux vibratoire, comme c'est le cas par exemple des sons sacrés. Et puis, un pilier de clarté que j'ai envie de partager avec vous, c'est aussi la pratique de shamatha qu'on a découvert et qu'on va découvrir surtout dans le cercle bientôt. Et shamatha, c'est une pratique de méditation, de quiétude, c'est l'apaisement de l'esprit. Et donc, c'est un pilier incontournable parce que pour toute personne qui a envie de développer sa perception subtile, tous les jours, se placer assis ou assise, le dos droit, totalement immobile, totalement en silence, et puis commencer à se concentrer uniquement sur la sensation du souffle, l'air qui entre et qui sort, et rester connecté à ça le plus longtemps possible. Même si des pensées passent, c'est pas grave. On prend conscience qu'on est le ciel et que les nuages, ce sont les pensées qui s'en vont. Et nous, on n'est pas obligé de suivre ces pensées. Et le but, c'est d'approfondir cette capacité à contrer l'agitation mentale, mais d'une manière douce. Je regarde les pensées passer, mais je ne les suis pas et je ne les combats pas non plus. Je décide simplement de garder ma perception uniquement sur la sensation de l'air qui entre et qui sort. Et donc, c'est vraiment dans cet espace de calme que la perception subtile va s'affiner, s'élargir et se stabiliser. Si on a des capacités débutantes, on peut commencer par exemple par 10 minutes par jour, puis augmenter. Et puis si on est déjà assez expérimenté en méditation et qu'on a envie d'avancer très vite dans cette démarche de médiumnité, dans cette envie de devenir un pilier de clarté pour sa propre vie, mais aussi pour servir, on peut directement entrer dans une pratique, par exemple, d'1 heure par jour, qui va vraiment être abordée d'une manière précise et puis avec une base théorique. Il ne faut pas hésiter à lire des livres en amont pour bien comprendre ce qu'est la démarche de shamatha et ce qu'apporte cette méditation et comment la pratiquer avec une base théorique bien stable. Alors, il y a aussi l'aspect énergétique et c'est souvent ça qu'on voit ensemble en séance, c'est-à-dire comment le travail énergétique peut soutenir la médiumnité. Très important de savoir qu'il n'y a pas ou rarement de coup de baguette magique. On fait un soin et tout d'un coup, on perçoit toutes les informations de l'univers. Non. En fait, que ce soit en séance ama ou en lecture akashique, c'est ce vœu d'avoir une ouverture naturelle à une intuition plus fine pour une personne qui chemine. Et ça, c'est totalement légitime parce que c'est vrai que ça facilite la connaissance de soi, la prise de décision et puis une forme de sensibilité qui rend le rapport à l'existence plus doux. Mais pourquoi on peut avoir besoin d'un travail énergétique? Parce que les blocages énergétiques, des stagnations dans les chakras, des nœuds dans le champ énergétique, les 8 canaux du cœur qui peuvent être parfois fermés ou noués, sont des choses qui peuvent obstruer la perception subtile ou en tout cas la rendre plus poussive. On parle aussi souvent du travail sur le 3e œil, mais c'est rarement uniquement ça. On est un champ d'énergie un peu plus complexe, donc on peut travailler sur le 3e œil, mais souvent ça appelle aussi d'autres aspects qui ne sont pas uniquement corporels. Mais en tout cas, effectivement, notre centre de perception, c'est ce 3e œil, le chakra ajna, qui permet d'affiner la clairvoyance et la claire connaissance. Et donc le travail aussi sur l'ancrage, l'enracinement des chakras inférieurs, la connexion à la terre va stabiliser la réception pour qu'elle soit fiable et non anxieuse. Et le travail aussi sur la conscience supérieure, comme on le fait dans le soin Aurora, les chakras couronnes, les chakras transpersonnels, le 8e chakra lié au champ karmique, tout ça, ça va permettre d'élargir le spectre de ce qu'on peut recevoir d'une manière saine et éthique. Donc ces 3 axes, 3e œil, ancrage, conscience supérieure, mais aussi en complément une pratique personnelle quotidienne, tout ça, ça va créer une verticalité intérieure, une connaissance de soi, une intention claire dans le processus de développement de la médiumnité. Et c'est cette verticalité qui permet d'être à la fois là, bien présente dans son corps, dans sa vie, sans quitter la matière, sans nier la vie relative, et aussi en ouverture à ce qui dépasse l'ordinaire, en totale harmonie entre les différents mondes pour lesquels on communique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et il y a aussi mon envie ici de finir par quelque chose d'essentiel. Qu'on soit thérapeute, en séance de soins énergétiques, dans la transmission médiumnique, c'est toujours très important de d'abord écouter la personne qui vient. Parce que derrière chaque question qu'on peut recevoir, il y a souvent une autre question, une autre nuance. Par exemple, derrière, est-ce que je dois quitter cette personne? Il peut y avoir, est-ce que j'ai le droit d'être heureuse?
Derrière, est-ce que je vais trouver ma voie professionnelle? Il y a peut-être, est-ce que j'ai de la valeur et comment le ressentir vraiment? Derrière, quelle est ma place? Il y a peut-être, comment je résous, l'impression que je dois toujours, prouver que je mérite d'être aimée. Donc de toujours regarder ce qui se dit au-delà. C'est là que la clairaudience va suffire, mais c'est aussi là que la simple capacité d'écoute active, de disponibilité est important. L'écoute, c'est pas juste des oreilles bien ouvertes. L'écoute, c'est savoir écouter sans attendre que la personne en face de nous confirme ce qu'on sait déjà ou ce qu'on croit déjà. C'est d'écouter au-delà de ça, de recevoir ce qu'elle dit vraiment. Et ça, c'est très important. Et un bon médium ou un bon accompagnant, il va toujours commencer par écouter, vraiment écouter. Pas pour trouver tout de suite une solution à la place de l'autre, pas pour trouver la bonne réponse, mais pour entendre vraiment quelle est la vraie demande qu'il y a pour la personne. Parce que très souvent, la réponse, elle est déjà là, dans la personne, mais elle a juste besoin, cette personne, d'être aussi guidée, de trouver un espace clair et un espace sécurisant pour s'écouter elle-même. Et parfois, elle a besoin aussi de réponses. Ces réponses, on va lui donner, mais on va lui mettre entre les mains pour qu'elle puisse, dans son processus personnel, dans le respect de là où elle en est, dans le respect de sa sensibilité, intégrer cette réponse à sa réflexion pour être souveraine ou souverain dans sa prise de décision. Donc l'idée, c'est que là, notre travail, c'est d'aider à trouver une clarté, d'aider l'autre à trouver une clarté, à se faire confiance et à revenir à sa propre lumière. Comme je dis toujours, pour moi, l'autonomie, c'est sacré. Le but, c'est d'aider l'autre à trouver une autonomie dans son bonheur, dans ses propres facultés. Et la liberté de l'autre est sacrée. Et c'est vers cela que on doit toujours pointer, qu'on doit toujours aller, y compris avec la médiumnité quand elle est exercée avec intégrité. Et donc, voilà ce qui ici va être très intéressant, c'est de comprendre que prendre soin de son canal, c'est aussi prendre soin de soi. Donc développer progressivement sa perception, approfondir sa présence au monde, mettre ses dons au service des autres, c'est peut-être l'une des formes les plus belles de l'amour, mais il en existe aussi plein d'autres qui sont tout aussi valables. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, si je rentre dans cette envie d'activement vivre à travers une sensibilité médiumnique, est-ce que j'ai un appel profond ou est-ce que c'est juste une envie comme ça soudaine qui me vient mais qui finalement ne résonne nulle part, de vraiment être plus en connexion avec soi et de pas prendre les informations qu'on nous donne sur la médiumnité comme des acquis. Il faut toujours, quand on écoute un enseignement, qu'il soit spirituel ou autre, se demander où est-ce que ça me parle, où est-ce que ça vient me chercher, est-ce que ça résonne avec ce que j'ai déjà ressenti, vécu. Et si j'écoute au fond de moi, au-delà du mental, des idées reçues, des préconceptions sur ce sujet, qu'est-ce que ça évoque en moi? Qu'est-ce que ça réveille? Peut-être ça va réveiller un vrai besoin de servir, peut-être ça va réveiller dans un premier temps simplement la prise de conscience qu'il est temps de mieux s'écouter soi-même avant de pouvoir écouter d'autres personnes ou d'écouter d'autres mondes, d'être déjà un pont entre soi et soi. Des fois, ça peut amener juste ce sujet-là, d'écouter des choses sur la médiumnité. Donc, d'aller trouver ce que ça veut vraiment dire pour soi, c'est très important. Et dans cette thématique de ne pas forcer les choses, mais plutôt d'être dans le ressenti, je vais vous lire pour finir un simple poème que j'ai écrit récemment avec juste l'envie de partager. Quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre sans aide. Forcer n'est pas un mouvement naturel. Nos vies sont le fruit de la douceur avec laquelle nos cœurs dansent au sein du principe de vie. Le cœur qui accompagne chaque instant d'une totale présence, d'une douceur, de la joie d'être, possède un jardin merveilleux. Et, de ses paniers pleins à en rire, il fera des banquets, où tous les cœurs affamés pourront s'attabler, alanguis contre l'instant joyeux. Celui qui tient la vie d'une main d'acier y verra une pensée naïve. Celui qui ne tient rien et s'en réjouit y verra la promesse d'un bel été. Tout est juste et rien n'est sûr. Le fruit d'hier reviendra demain à la terre. Seul l'amour qui fut à l'heure de la floraison restera, immuable, vaste, comme le ciel au zénith des jours.